Alors, donc, moi je suis pathologue, je suis radiologue. Je vais vous parler un petit peu de la vision radiologique, comment le radiologue il voit les maladies infiltrantes et un petit peu comment il articule son travail avec les pneumologues. Alors, petite définition, les maladies infiltrantes, c'est un groupe de maladies qui caractérise par l'accumulation au sein des différents compartiments du poumon de matériel cellulaire ou conjonctif, dont certaines vont s'accompagner d'une agression du poumon qui vont aboutir à une fibrose. Alors, on va voir un petit peu sur le plan pratique comment on fonctionne, nous, au niveau de l'imagerie, pour aborder cette problématique des pathologies infiltrantes. Alors, pour cela, pour comprendre et arriver à identifier ces pathologies, il va falloir connaître d'abord les différentes lésions élémentaires qu'on va retrouver sur les cas pathologiques, et puis apprendre à reconnaître leur répartition à l'étage macroscopique et un peu à l'étage microscopique, pour voir un petit peu qu'est-ce que j'entends. Alors bien sûr, je ne vous rappellerai pas que le lobule pulmonaire est l'unité élémentaire. On va voir pourquoi est-ce que c'est important pour nous, parce qu'on va avoir une sémiologie scanographique qui va nous rapprocher de cette anatomie lobulaire en fait. Donc le lobule pulmonaire avec son artériole centrolobulaire, sa bronchiole centrolobulaire, et puis ses septa par lesquels vont cheminer le drainage veineux. Alors, les différents compartiments du secteur interstitiel, donc on a l'interstitium péribroncovasculaire, l'interstitium périlobulaire, l'interstitium pariéto-alvéolaire et l'interstitium sous-pleural et sisural. C'est important parce que c'est ces différents compartiments qu'on va analyser sur notre coupe scanographique pour essayer de caractériser la répartition des lésions élémentaires. Alors, l'importance de la zone sous-pleurale, ça, on va voir pourquoi c'est important. Cette zone sous-pleurale, en fait, on constate que... Zut. Je fais une bêtise. Il n'est pas là, Où est-ce qu'il est, votre ami, là? Pourquoi il s'en va tout le temps? Oui, non, mais il s'est pas allé. Pourquoi il s'en va tout le temps? Attendez, normalement... Merci. Ah là là, vive-moi. Voilà, donc cette zone de sous-pleurale, elle est importante parce qu'on constate que nous, on a une disposition anatomique d'une couche de lobule pulmonaire qui se situe sous la plèvre, comme ça, et qu'on va pouvoir retrouver sur le plan sémiologique au niveau du scanner. Et grâce à la connaissance de cette disposition de cette couche de lobule pulmonaire sous-pleurale, on va pouvoir faire une analyse microsémiologique de la répartition des lésions à l'étage microscopique. Voilà donc la correspondance de ce que je viens de vous montrer en agrandi. Ici, vous avez deux lobules pulmonaires qui se situent juste en dessous de la plaie viscérale. Et on reconnaît donc l'anatomie du lobule pulmonaire dont on vient de parler, les septa interlobulaires, avec ici son adossement à la plèvre, l'artériole, la bronchiole centrolobulaire et le drainage veineux qui se fait à travers le septa interlobulaire. Alors, maintenant, on va parler des lésions élémentaires. Donc, pour pouvoir analyser une image scanographique pathologique, suspecte d'être une pathologie infiltrante, on va avoir besoin d'analyser toutes les lésions possibles qu'on va rencontrer et on va ensuite analyser comment elles se regroupent dans différents types de pathologies. Alors, on va passer en revue rapidement, mais c'est important de faire un petit rappel sémiologique sur chacune de ces lésions. Les épaississements septaux, bien entendu, bon alors on voit bien ici le septa interlobulaire, donc on se rappelle qu'on a notre couche de lobules pulmonaires sous-pleuraux et on a donc des petites images linéaires qui vont correspondre au septa interlobulaire épaissi. Il est bien entendu que normalement, ces septa interlobulaires ne se voient pas. À partir du moment où on a la visibilité d'une structure linéaire rectiligne perpendiculaire à la plèvre sous-pleurale, on sait automatiquement qu'il s'agit bien d'un septa interlobulaire épaissi. Alors voilà, donc on vient de voir un septa interlobulaire relativement fin, ils peuvent être un petit peu plus irréguliers, mais on retrouve toujours la même sémiologie, toujours notre zone sous-pleurale qu'on va analyser de manière préférentielle, et on va voir donc à chaque fois qu'il va y avoir un septa lobulaire épaissi, avec la correspondance sur le graphique ici, la visibilité, donc une structure linéaire perpendiculaire à la plèvre. Les micronodules. Alors les micronodules, il va falloir, quand on analyse les micronodules, déterminer de quel type de micronodules il s'agit. On parle bien entendu de micronodules à limite nette, qui sont ceux qu'on va voir essentiellement dans les pathologies infiltrantes. Alors il y a trois types de micronodules. Il y a les micronodules interstitiels périnymphatiques,
les micronodules ubiquistes et les micronodules centrolobulaires. Alors on va voir comment ça se présente sur le plan scanographique. Voilà donc l'aspect d'un micronodule centrolobulaire. Alors ce qui permet d'identifier sur le plan scanographique un micronodule centrolobulaire, c'est deux choses. La première, c'est cet aspect tout à fait typique qu'on appelle l'aspect d'arbre en bourgeon. En fait, on a des micronodules et on a l'impression que c'est des petits bourgeons et la branche de l'arbre, c'est la structure vasculaire. Alors bien entendu, les micronodules ne sont pas appendus aux structures vasculaires, mais comme les structures vasculaires ont comme satellite des structures bronchiolaires, et ben les bronchioles qui vont porter en fait ces micronodules, et ben ils vont être au contact des vaisseaux, ce qui donne cet aspect tout à fait caractéristique de l'arbre en bourgeon. Donc c'est le premier élément sémiologique qui nous permet d'authentifier un micronodule comme étant un micronodule centrolobulaire. Le deuxième élément sémiologique qui nous permet d'authentifier un micronodule comme étant centrolobulaire, c'est toujours l'analyse microsémiologique de notre couche de lobules pulmonaires secondaires. On se rappelle que donc on a une couche de lobules pulmonaires secondaires. Donc si on a des micronodules qui sont centrolobulaires, par définition, ils vont en avoir qui se situent donc dans la couche de lobules pulmonaires sous-pleurale, et donc ils vont tous être situés juste à côté de la plèvre, mais tous distants de quelques dixièmes de millimètres de cette plèvre, et ils ne vont pas être accolés à cette plèvre. Et ça nous permet de, en se rappelant l'anatomie microscopique de notre couche de lobules pulmonaires secondaires, ça nous permet de bien authentifier ce micronodule comme étant un micronodule centrolobulaire. Donc voilà deux éléments sémiologiques qui nous permettent sur un scanner de dire c'est une micronodulation centrolobulaire. Alors ces micronodules centrolobulaires, après bien entendu, ils vont confluer, donner des aspects comme celui-là. Bon, après ça, je dirais, ce qui est important, c'est que lorsqu'on va retrouver des images comme celle-là, pensez à se dire, c'est peut-être un micronodule centrolobulaire qui a conflué, et chercher non plus de se concentrer sur la grosse image qu'on voit, mais de se dire, tiens, est-ce que j'ai pas des petits micronodules centrolobulaires? Et voilà, toutes ces petites lésions, on voit comme de juste qu'elles sont toutes situées à même distance de la plèvre, mais qu'elle ne touche pas la plèvre. Donc en analysant les lésions périphériques, on va pouvoir se dire que finalement, cette condensation, ce n'est qu'un phénomène de confluence des lésions élémentaires qui sont plus facilement identifiables dans la couche de lobules pulmonaires sous-pleurale. S'agissait donc des micronodules centrolobulaires, ça nous permet, c'est une distinction bronchogène, ça se conçoit, puisque en fait la bronchiole va se terminer au centre du lobule pulmonaire. Donc sur le plan physiopathologique, c'est important. Ensuite, les micronodules périlymphatiques. Alors, ils vont se voir bien entendu dans l'interstitium. On a vu qu'on a plusieurs compartiments d'interstitium. Et si on s'intéresse toujours à notre couche de lobule pulmonaire sous-pleural, eh bien, on va avoir l'interstitium au niveau des septa interlobulaires, et puis on va avoir l'interstitium au niveau de l'interstitium sous-pleural, voire éventuellement l'interstitium scissural. Donc, toujours en analysant cette couche de lobule pulmonaire secondaire, on regarde comment sont les lésions, comment sont disposées les lésions dans cette couche de lobule pulmonaire secondaire. On va pouvoir authentifier leur caractère périlymphatique. Voilà donc un aspect de micronodules périlymphatiques. En passant, on voit ici ces micronodules qui sont posés sur l'interstitium scissural, et puis ici les micronodules qui sont posés dans l'interstitium péribronchovasculaire. Donc là, vous voyez qu'on a le rappel de tous les compartiments de l'interstitium pulmonaire, et notre analyse microsémiologique nous permet de voir, voilà, ici ils sont tous accolés à la scissure, donc c'est des micronodules périlymphatiques qui siègent dans l'interstitium tissural, et puis ici, contrairement à tout à l'heure, les petites lésions sont accolées à la plaie viscérale, donc ça nous permet de dire que ces lésions-là sont bien entendu dans l'interstitium sous-pleural. Enfin, troisième type de micronodules, c'est les micronodules ubiquistes qui, eux, vont avoir comme caractéristique d'avoir une répartition diffuse et homogène, touchant tous les secteurs et donnant un aspect vraiment complètement différent des deux types de micronodules qu'on a vus précédemment, parce que cette répartition est homogène et souvent ces micronodules, ils sont tous souvent de taille similaire et n'ont pas tendance à confluer. Donc ça nous donne cet aspect de miliaire que l'on connaît bien, et qui vont témoigner bien entendu d'un processus physiopathologique de dissémination hématogène. Alors, les autres lésions élémentaires, le rayon de miel, bien entendu. Donc là, on a cet aspect typique en rayon de miel, que tout le monde connaît.
Les condensations, c'est une augmentation de la densité du parenchyme pulmonaire qui efface les structures vasculaires, contrairement au fer dépoli qui ne l'efface pas. Donc la condensation est une importante augmentation de densité qui n'est pas spécifique, mais il faut mettre un nom dessus pour pouvoir le décrire ensuite quand on fera notre analyse sémiologique. Le ver dépoli, à contrario, c'est une augmentation de densité du parenchyme pulmonaire qui est beaucoup moindre, qui donne un aspect de fine grisaille et qui va laisser la visibilité des structures vasculaires à l'intérieur. Il y a un élément qui permet également d'apprécier la présence de ver dépoli, c'est le gradient de densité entre l'air intravonchique et l'air dans le parenchyme pulmonaire. Parce qu'il faut bien savoir que maintenant qu'on a les supports scanographiques sur CD, on a un petit bouton où on règle notre fenêtrage, et quand on trouve que le fenêtrage n'est pas comme il faut, on peut très bien artificiellement noircir cette zone-là pour se faire disparaître de manière purement technique cette augmentation de densité du parenchyme pulmonaire. Mais l'élément qu'on ne fera pas disparaître par contre, c'est le gradient de densité entre l'air intravonchique et ça. Et donc ça, c'est un petit élément sémiologique qui permet de dire, lorsque le ver dépoli est diffus, comme c'est le cas ici, ne pas se faire piéger et se dire finalement, bon, c'est homogène, donc il n'y a pas de ver dépoli, et on se rattrape grâce à l'analyse de ce gradient de densité entre les deux structures aériques. Les irrégularités d'interface, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les micronodules au niveau de l'interstition péribronchevasculaire. Hein. La réticulation intralobulaire, en fait, c'est une augmentation de densité, mais contrairement au ver dépoli, on a une fine inhomogénéité qui donne l'aspect d'une petite réticulation très très fine, donc comme s'il y avait un tout petit grillage très fin, et donc ça, c'est la réticulation intralobulaire. Les bronchiectasies par traction dans les territoires qui sont atteints par des pathologies infiltrantes, on reverra bien entendu qu'il ne faudra pas confondre poids des cavités, mais qu'on fait défiler nos images, difficile de se tromper. La distorsion bronchique, ça c'est un signe hyper important, la distorsion bronchique, parce que ça va souvent nous sauver la mise lorsqu'on va se retrouver chez un patient chez qui on a un scanner potentiellement pathologique avec une zone d'augmentation de densité, et on va se dire, bon finalement, cette augmentation de densité, est-ce qu'elle est liée à un encombrement alvéolaire par un processus, une accumulation cellulaire ou liquidienne, ou s'agit-il d'un processus qui rentre dans le cas d'une pathologie infiltrante, une pathologie de l'interstitium? Grâce à ce signe de la distorsion bronchique, on peut dire qu'il y a là-dedans manifestement une atteinte de l'interstitium pariéto-alvéolaire, parce que cette atteinte de l'interstitium va retentir sur la structure bronchique et va donner des phénomènes de rétraction, ça va tirer dans un sens, ça va tirer dans l'autre, et donc grâce à cette sémiologie de la distorsion bronchique, on va souvent pouvoir dire l'augmentation de densité du parenchyme pulmonaire s'intègre, oui effectivement, dans le cas d'une pathologie de l'interstitium potentiellement fibrosante. Après, les lignes curvilignales sous pleurales, c'est très discret. C'est pour ça que pour pouvoir les positiver, il faut toujours faire un scanner en procubitus, parce que vous pouvez très bien avoir des augmentations de densité liées simplement à des phénomènes gravitationnels. Et ça, c'est un petit peu la sémiologie précoce des expositions à la viande. Alors, vous avez vu qu'on a fait donc le détail de toutes ces lésions élémentaires. On a vu le détail de comment analyser la répartition de ces lésions élémentaires à l'étage microscopique en analysant plus particulièrement notre couche de lobule pulmonaire secondaire. Quelques petites images pièges parce que ça se rencontre tous les jours, donc il faut l'avoir dans l'œil. Bien entendu, le ver dépoli gravitationnel. Vous savez qu'on a facilement sur des scanners des aspects d'hyperdensité comme ça, sous-pleural, postérieur. Il faut toujours s'en méfier, et avant de se lancer dans des grandes discussions, à savoir est-ce que c'est une pince ou est-ce que c'est une pathologie infiltrante, faire un scanner en procubitus qui permet souvent de répondre à la question, puisqu'on voit que dans ce cas présent, la disparition complète de ce ver dépoli sous-pleural postérieur. L'emphysème sous-pleural qui peut parfois poser des problèmes diagnostiques, à savoir est-ce qu'il s'agit d'un rayon de miel ou est-ce qu'il s'agit d'un emphysème. Alors là, vous avez un cas un peu caractéristique. Souvent l'emphysème est macrokystique et monocouche, mais bon, parfois c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, on sait que quand c'est monocouche et macrokystique, on a une forte probabilité qu'il s'agisse d'emphysème et pas de rayon de miel. La perfusion vasoïque, là aussi c'est intéressant, c'est toujours l'éternel débat de savoir lorsqu'on a une augmentation de densité du parenchyme pulmonaire, est-elle normale ou est-elle pathologique? Alors souvent lorsqu'on a des scanners comme ça,
On a donc la visibilité de deux densités différentes dans le parenchyme pulmonaire, c'est ce qu'on appelle la perfusion mosaïque. Et la question est de savoir, est-ce que c'est ça qui est pathologique ou est-ce que c'est ça qui est pathologique? Alors il faut savoir que la perfusion mosaïque peut être liée à deux mécanismes différents. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme vasculaire, c'est ce qu'on va voir dans la maladie post-embolique. Les territoires où, bien entendu, il y a eu des emboles qui ont bouché les vaisseaux qui ne se sont pas reperméabilisés vont avoir une hyperclarté et de ce fait, la zone pathologique va être la zone noire, c'est la zone la plus sombre, plus claire, qui correspond au territoire mal perfusé dans le cadre de cette maladie post-embolique. Et puis, il peut y avoir également des phénomènes d'une origine bronchiolaire à cette perfusion mosaïque, tout simplement lié au fait qu'il y a des phénomènes de vasoconstriction qui vont altérer la bonne ventilation de certains territoires et ce trapage au sein des lobules pulmonaires va induire une vasoconstriction et va donner une hyperclarté. Donc pour faire la distinction entre ces deux types de perfusion mosaïque, en fait bien entendu ce qu'il faut faire c'est un scanner en expiration. Et si l'aspect de perfusion mosaïque se majore, c'est bien entendu que c'est lié à des phénomènes de trapage, puisque lors du trapage, bien entendu, les territoires qui sont trappés, eux, vont garder toute leur clarté, contrairement aux autres territoires où la redistribution vasculaire va augmenter la densité du poumon. Donc face à une perfusion mosaïque, cet élément sémiologique, il va falloir faire distinguo entre une atteinte bronchiolaire ou une atteinte vasculaire, et grâce au scanner en expiration, on peut faire ces distinguos. Voilà, donc ça c'était l'aspect un peu sémiologique. Maintenant, on va passer un petit peu en revue quelques aspects scanographiques des différentes pathologies infiltrantes. Alors, il y a la pathologie infiltrative diffuse du poumon, c'est un groupe de maladies qui sont vraiment très différentes les unes des autres. On va de la pneumopathie interstitielle idiopathique à l'alvéologite allergique extrinsèque, enfin voilà, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive bien entendu ici. Donc il a fallu d'abord essayer de faire une classification. La classification qui est la plus utilisée actuellement, c'est celle-là, où on distingue donc les PID de causes connues, les pneumopathies interstitielles idiopathiques qu'on va distinguer en les formes chroniques fibrosantes, les formes aiguës et l'apnée liée au tabac. Ensuite, les pneumopathies infiltrantes diffuses granulomateuses, la sarcoïdose, et puis les autres formes qu'on a du mal à classer, on a fait une petite case pour eux. Donc c'est un petit peu sur cette classification-là qu'on travaille. Alors, la fibrose hépatique, bien entendu, c'est la première chose à laquelle il faudra s'attacher à répondre, c'est-à-dire que le premier rôle de l'imagerie lorsqu'on va se retrouver face à une pathologie fibrosante, c'est de dire ce qu'il s'agit d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Bien entendu, parce que la gravité et le pronostic de cette pathologie est importante, et puis parce qu'il y a un impact thérapeutique, puisqu'il y a maintenant des solutions et des mises sous traitement qui peuvent être faites pour ce genre de pathologie. Donc, pour pouvoir déterminer sur le plan scanographique s'il y a une pneumopathie, une fibrose idiopathique, d'abord, on va chercher un pattern de pic de pneumopathie interstitielle commune, en fait, en sachant que ce pattern de pic, en fait, lorsqu'on l'aura authentifié, il faudra ensuite déterminer s'il s'agit d'une pique secondaire, notamment une polyarthrite, tant on est qu'elle est très pourvoyeuse de ce genre d'aspect scanographique de pique, ou est-ce qu'il s'agit d'une pique sans raison. À ce moment-là, la pique idiopathique va nous orienter vers le diagnostic de fibrose idiopathique. Nous, bien entendu, sur le plan scanographique, on va répondre simplement, y a-t-il un aspect, un pattern de pique ou pas? Après, le fait de dire, s'agit-il d'une pique idiopathique ou d'une pique secondaire, ça c'est bien entendu le reste des éléments sémiologiques, les tableaux cliniques et paracliniques qui vont permettre de le déterminer. Alors le pattern de pique, c'est celui-là. Donc pour pouvoir dire, en fait on va classer notre patient en trois possibilités, soit une pique typique, soit une pique possible, soit pas de pique possible parce qu'on a un critère d'exclusion. Alors déjà on passe en revue les critères d'exclusion. Premier critère d'exclusion, c'est la répartition. Parce que si on a une répartition qui va être supérieure ou moyenne prédominante, ou péribroncovasculaire, ça ne va pas coller avec une pique, on exclut le diagnostic de pique. Ensuite, si on a du verre dépoli qui va être prédominant, qui va être surtout prédominant par rapport aux réticulations, ça aussi c'est un facteur d'exclusion. Si on a des micronodules ou des kystes, c'est également une exclusion. Si on a du trapage et condensation, c'est l'exclusion. Donc première étape, on regarde d'abord si on n'a pas des critères d'exclusion. À partir du moment où on a éliminé les critères d'exclusion, on va maintenant se référer à l'aspect pathologique de ce qu'on a retrouvé et on va se dire, est-ce qu'on est dans une pique typique ou une pique possible? Alors la différence entre une pique possible et une pique typique est la suivante. Dans les deux cas, on a une prédominance basale sous-pleurale, souvent postérieure d'ailleurs. Dans les deux cas, on va avoir la réticulation,
Et dans la forme typique, on va avoir du rayon de miel, avec ou sans bronchectasie, peu importe, alors qu'ici, on ne va pas avoir de rayon de miel. Et puis, bien entendu, pas d'éléments incompatibles. Donc, grâce à cette sémiologie, on va pouvoir déterminer si on a une pique typique, ou une pique possible, ou quelque chose qui est incompatible avec une pique. Lorsqu'on va avoir un aspect comme celui-là, on voit qu'on retrouve tous nos critères, c'est-à-dire qu'on a là une atteinte qui est basale, postérieure, sous-pleurale, avec de la réticulation, ici c'est de la réticulation, et puis du rayon de miel. Donc on est vraiment dans ce cas de figure face à une pique typique. À partir du moment où on aura éliminé une pique secondaire, notamment une polyarthrite rhumatoïde, et ben, si on n'a pas d'étiologie et qu'on a une pique typique sur le plan scanographique, et ben, ça va nous orienter vers la fibrose idiopathique. Et maintenant, on a un consensus qui est de dire, face à une pique typique sur le plan scanographique, et ben, on peut se dispenser de faire une biopsie et on peut poser le diagnostic de fibrose idiopathique. Et puis on peut avoir également des pics possibles. Alors là, la pique possible, ben, on a toujours la répartition postérieure sous-pleurale bibasale. On a bien entendu une très belle réticulation. On a aussi en passant une petite distorsion bronchique, mais on n'a pas de rayon de miel. Donc là, on est dans un cas moins typique. C'est une pique possible, donc ils sont à confronter au reste du bilan pour savoir si on a suffisamment d'éléments sémiologiques qui permettent d'orienter vers la fibrose idiopathique ou pas. Alors maintenant, on va parler, après avoir parlé des fibroses idiopathiques, on va parler des PINS. Alors les PINS peuvent être primitives ou peuvent être secondaires. Donc dans le petit camembert, donc on voit que les formes idiopathiques prennent une grande part des PINS. Après, on a bien entendu la grosse part des connectivites. On a un peu de PHS, les suites des SDRA et puis les médicaments. Alors on va voir comment se présente une PINS. Une PINS, ça va se présenter souvent avec une topographie basale qui va comporter comme élément sémiologique une réticulation fine intralobulaire, du verre dépoli, très souvent du verre dépoli, bien entendu des dilatations par traction et de la distorsion bronchique qui sont les témoins de la pathologie d'interstitium pulmonaire, comme on disait tout à l'heure. Parfois, on a un respect des zones sous-pleurales, c'est pas à chaque fois, mais quand on l'a, on est bien content. Et puis, on a souvent une répartition symétrique, même si, bon, on peut avoir également des formes asymétriques, hein, mais dans la forme typique, on a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a ici une atteinte postérieure, symétrique, un respect de la zone sous-pleurale, bien entendu de la réticulation, notre belle distorsion bronchique, et une augmentation de densité qui laisse à penser qu'en plus de la réticulation, il doit avoir certainement du verre dépoli, avec une atteinte qui va être à la fois sous-pleurale, mais également proximale. Donc ça, c'est l'aspect typique d'une PINS. Donc voilà également un aspect typique de PINS, avec bien entendu la dilatation des bronches liée à la pathologie d'interstitium, avec la distorsion bronchique, la réticulation, le verre dépoli. Le verre dépoli peut être la lésion élémentaire principale. Vous voyez que là, il y a peut-être un peu de réticulation à l'intérieur, mais ce qu'on retient en fait, de cette image, c'est surtout l'augmentation de densité du parenchyme. Et ce qui nous permet de dire que ce verre dépoli n'est pas lié à un encombrement alvéolaire, lié à un œdème pulmonaire ou une infection, c'est bien entendu la visibilité du retentissement sur le calibre des bronches à l'intérieur. D'une part, elles sont dilatées, mais elles sont également distordues. Donc on sait que ce verre dépoli, c'est vraiment le témoin d'une pathologie infiltrante. Alors, on peut avoir également dans les PINS des foyers de condensation qui ne vont pas être spécifiques, mais qui souvent, dans le cas d'une pathologie infiltrante, doivent faire évoquer de principe d'une pneumopathie organisée. Les formes à bronchectasie prédominante, donc là, vous voyez qu'on a l'élément sémiologique qui saute aux yeux, c'est vraiment la bronchectasie, parce que le parenchyme pulmonaire est densifié effectivement, et il y a une perte de volume liée à la pathologie de l'interstitium, et le retentissement bronchique apparaît comme l'élément sémiologique principal. Donc comme on l'a dit, il y a des PINS secondaires des connectivites, et que chaque connectivite a également sa petite particularité. Donc on va passer un petit peu en revue ces différentes connectivites, et on va voir quelles sont leurs particularités à chacune. La sclérodermie va se manifester sous la forme d'un verre dépoli, et d'une fine réticulation intralobulaire. Ça va être les deux signes les plus précoces de cette atteinte sclérodermique, avec bien entendu l'hypertension artérielle pulmonaire, souvent la dilatation de l'œsophage, et puis on a souvent greffé dessus des phénomènes de bronchiolite liés au reflux dû aux troubles de la motricité œsophagienne, et puis bien entendu on connaît cette propension au cancer
qui gênent de la sclérodermie. Donc voilà un aspect de sclérodermie débutante tout à fait typique. On a dit réticulation sous-pleurale. On voit bien ici la distorsion bronchique, la fine réticulation avec une atteinte postérieure. Et puis une forme beaucoup plus évoluée, où là maintenant on a un retentissement bronchique majeur, on a une atteinte de tous les deux lobes inférieurs, la réticulation, le verre dépoli, et puis en passant également la pneumatisation de l'œsophage et la dilatation dentaire pulmonaire en rapport avec l'hypertension artérielle pulmonaire. Dans le syndrome des antisynthétases dans les polymyosites, outre l'aspect des pins qu'on a déjà décrit, on va souvent avoir également des phénomènes de pneumatie organisée qui vont nous donner ces images de condensation un petit peu multifocale. Parfois, on a également des zones qui correspondent à des séquelles finalement de poussée de POC, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones où là, souvent sous-pleurales, comme des petites zones d'infiltrat, dans lesquelles on va voir qu'il y a un peu de distorsion bronchique, on voit donc qu'il y a une agression du poumon, on arrive un peu après la bataille, et ce sont en fait des zones de pneumatie organisée qui ont régressé et qui ont laissé des séquelles un peu fibreuses au niveau du poumon. Le syndrome de Gougerot va se manifester de plusieurs manières. On pourra avoir des pins, on pourra avoir des UIP, donc des pics, on pourra avoir des POC, et puis sa forme la plus, je dirais, caractéristique, c'est quand même la LIP, en fait, un peu maladie interstitielle lymphoïde, qui va avoir une présentation scanographique tout à fait particulière, puisqu'on va avoir du verre dépoli, des lignes septales, des nodules, et puis des kystes. Donc, quand on va avoir ce genre de présentation, on va retrouver notre sémiologie. Donc, le verre dépoli, vous voyez qu'ici, cette densité du parenchyme pulmonaire n'est pas normale, parce que le gradient de densité entre l'air intrabronchique et l'air dans les alvéoles pulmonaires est trop élevé. Donc, c'est très homogène, donc il faut avoir l'œil pour se dire, tiens, il y a un verre dépoli parce que j'ai un gradient de densité. Donc, voilà. Donc, premier élément sémiologique, le verre dépoli. Deuxième élément sémiologique, les kystes, bien entendu, c'est ce qu'on a aux yeux tout de suite. Et puis, évidemment, nos petits septa interlobulaires épaissis. Voilà, on retourne dans la couche des lobules pulmonaires secondaires. Donc là, un aspect de LIP tout à fait typique. La polyarthrite rhumatoïde, elle va pouvoir se manifester par de la PINS, par de la POC, et surtout, il ne faudra pas se faire piéger parce qu'elle a également tendance à se manifester sous la forme de pic, en fait, qu'il ne faudra pas prendre pour une fibrose idiopathique. La polyarthrite rhumatoïde va également s'accompagner d'anomalies annexes, c'est-à-dire qu'il va y avoir souvent des anomalies bronchiques, notamment des bronchiolites constrictives ou folliculaires, des bronchiectasies, avec des manifestations également pleurales et éventuellement des nodules rhumatoïdes. Donc c'est vraiment une sémiologie qui va être très riche au niveau de la polyarthrite rhumatoïde. Donc là vous avez un aspect de bronchiolite folliculaire visible sous la forme de ces petites opacités nodulaires à limite floue. On voit que l'aspect de cette trame n'est pas normal, et lorsqu'on analyse pourquoi elle n'est pas normale, on voit que en fait c'est toutes ces petites images à limite floue qui correspondent à des lésions de bronchiolite folliculaire. Comme je le disais, donc faire attention parce que ça peut donner des aspects de pic ou d'UIP qui sont tout à fait piégeuses et qu'il ne faudra pas prendre pour de la fibrose idiopathique. Les anomalies bronchiques qui peuvent être majeures. Alors le lupus maintenant. Le lupus pourra se manifester par une PINS, mais ce n'est pas la présentation la plus typique. La forme la plus prévalente, c'est surtout les problèmes d'hémorragie alvéolaire. Néanmoins, ces hémorragies alvéolaires, lorsqu'on vont récidiver, finalement laisser des séquelles au niveau des poumons, et ça va souvent donner des infiltrats en verre dépoli avec des épaississements septaux, voire même des consolidations qui sont des foyers qui ont été sujets à cette hémorragie alvéolaire, qui, lors de la cicatrisation, vont laisser des images un petit peu atypiques comme celle-là. Bien entendu, les épanchements pleuraux, et puis, bien entendu, il ne faudra pas se faire piéger, comme sur les diapos qu'on a vus tout à l'heure dans la présentation, par les atteintes infectieuses, qui peuvent présenter un aspect de, je dirais, syndrome interstitiel, entre guillemets, notamment la pneumocystose. Alors, l'HTAP, bien entendu. Et puis, les manifestations thrombotiques. On sait que dans le lupus, on pourra avoir des manifestations thrombotiques qui vont potentiellement donner des embolies. Et là, il va falloir faire la part entre l'embolie et l'infarctus, à ne pas prendre pour une POC, voire même à des foyers de complications infectieuses, en fait. Et puis, il peut y avoir également, bien entendu, des foyers de pneumonie. Donc, vous voyez que lorsqu'on va avoir une augmentation de densité focale au niveau du parenchyme pulmonaire dans le patient qui a un lupus, on a vraiment plusieurs cas de figure. Est-ce que c'est une POC? Est-ce que c'est de l'hémorragie?
est-ce que c'est la pneumonie lupique, est-ce que c'est une complication infectieuse. Donc l'imagerie parfois va être un petit peu prise à défaut et c'est le reste du tableau clinique qui va nous permettre d'avancer. Alors un aspect typique bien entendu d'hémorragie alvéolaire. Deux petits mots de l'alvéolite allergique extrinsèque, ça va nous donner des aspects scanographiques assez caractéristiques également, avec des plages de verres dépolis éparses correspondant à des phénomènes d'alvéolite qui vont ensuite évoluer vers des zones de condensation. Des petits micronodules à limite floue, et puis avec le temps, avec l'évolution, on va avoir de la réticulation et de la fibrose qui vont apparaître. Donc vous voyez un aspect, ce qu'on appelle les nodules acinaires, ça ressemble un petit peu à la bronchiolite folliculaire, c'est-à-dire on a ces petits micronodules à limite floue qui donnent cet aspect un petit peu sale au poumon. On voit tous ces petits micronodules à limite floue, ça c'est vraiment tout à fait évocateur dans un contexte approprié d'une PHS. Le trempage, lorsqu'il est associé à ces micronodules acinaires, vont également bien orienter vers l'alvéolite allergique extrinsèque, puisqu'on sait que l'atteinte des bronchioles dans la PHS va nous donner des phénomènes de trempage qui redessinent bien entendu l'architecture d'un lobule pulmonaire. Et puis à terme, bien entendu, ça pourra évoluer vers la fibrose, avec un aspect aspécifique de la fibrose, puisqu'on arrive un peu après la bataille. Fibrose qui aura parfois tendance à toucher les sauvés, ce qui est une répartition qui doit toujours attirer l'attention. On dit classiquement qu'on a une fibrose des sauvés, il faut penser en premier lieu à une vieille PHS ou une vieille sarcoïdose. Alors, deux petits mots des pneumatiques interstitielles liées au tabac. Donc, on va avoir la bronchiolite respiratoire. La bronchiolite respiratoire avec pneumonie interstitielle et la pneumonie interstitielle desquamative. Alors, sur l'espace immunologique, on va voir comment ça se présente. Voilà donc un aspect de bronchiolite respiratoire. Donc, c'est une inflammation des bronchioles et des alvéoles péribronchiolaires. C'est ce qui va nous donner ces petits nodules répartis dans tout le poumon, qui par endroits ont un aspect un petit peu flou. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect de la bronchiolite respiratoire, qui peut être plus ou moins marqué. Là, vous voyez que c'est plus marqué qu'ici. Cette bronchiolite respiratoire prédomine toujours au niveau des sauvés. Ça, c'est un élément sémiologique important, on va voir pourquoi après. Et puis, bon, il pourrait y avoir également, comme c'est le même terrain, des lésions d'emphysème. Donc, il va falloir ne pas se faire piéger, se dire, tiens, il y a peut-être du rayon de miel. Donc, se dire que bon, c'est un patient fumeur qui a cette bronchiolite respiratoire. Donc, lorsqu'on a des images d'hyperclarté, essayer d'analyser pour déterminer à quoi sont dues ces hyperclartés. Et puis, toujours pareil, on pourra également avoir une bronchiolite respiratoire qui va se manifester un peu comme dans la pénis tout à l'heure, uniquement par une augmentation de densité du parenchyme pulmonaire, donc un verre dépoli homogène. Et là, c'est toujours pareil, c'est grâce au gradient de densité entre la densité de l'alvéole pulmonaire et la densité de l'air intrabronchique qu'on va pouvoir dire ce poumon est anormalement dense. Et le fait qu'il soit dense et homogène, ça reste compatible avec une bronchiolite respiratoire du fumeur. Après, cette bronchiolite, elle va de plus en plus s'aggraver. Vous voyez qu'on a ici des lésions qui sont de plus en plus profuses. Et le patient va devenir symptomatique et on va avoir apparaître un syndrome restrictif. C'est là qu'on va dire qu'on rentre dans la bronchiolite respiratoire avec pneumonie interstitielle. Ensuite, on a la pneumonie interstitielle desquamative. Là, on va avoir un petit peu la même sémiologie, c'est-à-dire une augmentation de densité du parenchyme pulmonaire, mais qui va prédominer cette fois-ci aux bases, alors que la bronchiolite respiratoire prédomine au sommet. Et autre élément sémiologique qu'on va voir apparaître, c'est l'apparition des kystes, et puis ensuite, potentiellement, des lésions fibrosantes, puisqu'on sait que cette pneumonie interstitielle desquamative peut évoluer vers la fibrose. Mais avant qu'on soit au stade de fibrose, le fait d'avoir un verre dépoli qui prédomine aux bases et qui s'associe à des images manifestement microkystiques, ça c'est pas de l'emphysème pulmonaire, ça ne ressemble pas à de l'emphysème pulmonaire, tous ces petits trous, ça veut dire qu'on est manifestement dans un tableau évocateur d'une pneumonie interstitielle desquamative, et le lavage broncho-alvéolaire va apporter des éléments qui vont corroborer ce diagnostic. Et comme je vous le disais, bien entendu, ça pourra évoluer vers la fibrose. Et là, bien entendu, lorsqu'on est au stade de la fibrose, c'est souvent comme ça. On est un peu après la bataille et puis ça a moins de caractère spécifique puisque les dégâts sont déjà constitués et donc on a parfois des lésions qu'on ne pourra pas dire qu'elles étaient dues à cette pneumonie desquamative, mais dont on a finalement le résultat final. Deux petits mots de l'asbestose. L'asbestose qui résulte d'une inhalation des fibres d'amiante qui vont se déposer dans le poumon et s'accumuler dans les régions sous-pleurales postérieures, qui à terme pourra aboutir à une fibrose.
Alors, l'atteinte va commencer toujours par l'interstitium péribronchiolaire, centrolobulaire, puis s'étendre à l'interstitium septal. Et sur le plan scanographique, on va retrouver donc de micronodules sous-pleuraux, des épaississements septaux, des lignes sous-pleurales, comme on a vu tout à l'heure, et puis bien entendu des signes d'imprégnation qui sont les plaques pleurales, avec une topographie souvent bibasale postérieure. Voilà donc un aspect de belles lignes curvilignes sous-pleurales qu'on va voir dans cette asbestose, avec les anomalies, les plaques pleurales associées, et puis les phénomènes de réticulation et les micronodules. Une forme plus discrète, c'est pour ça qu'on l'a fait en concubitus, pour être sûr que ces anomalies étaient bien liées à une pathologie infiltrante, avec ici des septa interlobulaires épaissis, des petits micronodules, et puis on devine quelques anomalies pleurales à la périphérie. Une forme encore plus discrète, et là, si le scanner n'est pas en concubitus, il est hors de question de positiver une telle image, mais là, avec un examen bien fait en concubitus, on arrive à avoir vraiment de la microsémiologie au début. Voilà, ça c'est des petits troubles ventilatoires qu'il ne faudra pas prendre pour des lignes septales. Vous voyez que ça n'a pas l'aspect de ligne septale, c'est simplement que le poumon a perdu sa compliance au contact des plaques pleurales, et on va voir ces petites images qui sont des troubles de ventilatoire à l'étage lobulaire. Et puis bien sûr entendu, on pourra ensuite évoluer vers la fibrose. La sarcoïdose, l'accumulation de granulome sarcoïdosique dans l'interstitium pulmonaire, qui va avoir une propension toute particulière pour l'interstitium péribronchique et un degré moindre sous-pleural et septal, qui vont ensuite pouvoir confluer. Alors sur le plan sémiologique, on va avoir des micronodules de topographie interstitielle, l'interstitium périnlymphatique, avec un épaississement irrégulier, ce qu'on appelait les irréguliers d'interface qu'on a vu tout à l'heure, qui ensuite vont confluer pour également avoir du verre dépoli, des anopathies, de la fibrose à un stade terminal. Ce qui est intéressant, surtout le diagnostic sémiologique précoce, parce qu'il y a vraiment une grande sensibilité et une grande spécificité. Vous voyez ici que lorsque vous avez une agglutination de micronodules au niveau de l'interstitium sissural, une accumulation de micronodules dans l'interstitium péribronchovasculaire, comme c'est le cas ici, le diagnostic sur le plan scanographique est très très évocateur et pratiquement pathopneumonique d'une sarcoïdose. Là aussi c'est pareil, vous voyez ces gros îles qui sont en fait tout simplement liés à l'accumulation de granulomes sarcoïdosiques dans l'interstitium péribronchovasculaire, et qui va avoir donc cet aspect de l'île un petit peu hérissé lié à la confluence de cette micronodulation. Et puis bien entendu le stade de la fibrose. La silicose, on n'en voit plus beaucoup chez les mineurs, vu qu'il n'y en a plus du coup en France, mais on en voit quand même encore chez les prothésistes dentaires. Donc c'est pas exceptionnel, moi j'en ai vu deux à la Réunion. Donc des dépôts de silice qui vont se déposer dans les bronchioles, qui vont aboutir à des phénomènes de fibrose au niveau de ces bronchioles, et donner des micronodules centrolobulaires. Et souvent, petit élément sémiologique intéressant, c'est qu'il va y avoir, du fait du retentissement sur la bronchiole, des phénomènes de trapage lobulaire. Donc bien entendu, on va avoir un micronodule centrolobulaire, puisque le processus chemine par la bronche. On va avoir du trapage lobulaire et puis ensuite des masses par confluence. Voilà donc comment ça se présente. Ici vous avez donc cette micronodulation centrolobulaire. Ici un peu plus discrète, toujours cette micronodulation. Et puis lorsqu'on regarde bien, on va avoir autour du micronodule le trapage lobulaire. Donc l'association micronodulation qui prédomine souvent au sommet de topographie, de caractère bronchogène avec le trapage lobulaire, dans un contexte évocateur, il pourra faire évoquer bien entendu cette silicose. La pneumonie organisée cryptogénique pourra se manifester sous la forme de micronodules et bien entendu surtout sous la forme de plaques de condensation au bord de verre dépoli. Donc l'aspect dont on a l'habitude, ces espaces d'infiltrats un petit peu multifocaux qui vont souvent être un petit peu migrants, qui ne sont pas spécifiques mais qui sont surtout au niveau de l'évolution assez évocateurs. Bien entendu, si on a une condensation isolée comme ça, ce n'est pas forcément un diagnostic qu'on va évoquer comme hypothèse, mais si on a quelque chose qui perdure dans le temps, on voit qui est plus ou moins migrant dans un contexte évocateur, il faudra bien entendu évoquer cet aspect de pneumonie organisée qui pourra également prendre cet aspect de crazy pelvine. En fait, c'est une augmentation de densité parenchyme pulmonaire à travers laquelle on va voir la densification des septa interlobulaires qui se superposent à l'augmentation de densité du parenchyme pulmonaire. Alors, comment utiliser l'imagerie, du moins comment nous les radiologues on utilise l'imagerie. Alors on va décomposer l'image en lésions élémentaires. On a vu toutes les petites lésions élémentaires qui bien entendu ne sont jamais uniques,
Donc en fait, quand on analyse notre image, on va se dire, il y a tel type de lésion, tel type de lésion. On va aller ensuite analyser ces lésions dans la répartition topographique. Topographique à l'étage macroscopique, bien entendu, est-ce que ça touche les bases, les sommets, les régions sous-pleurales, les régions proximales. Et puis également la répartition à l'étage microscopique pour savoir la lésion élémentaire, comment est-elle située par rapport à la couche de lobule pulmonaire secondaire, qui me permet de mieux analyser et de mieux authentifier la lésion élémentaire dont on aura à faire. Ensuite, grâce à cette analyse microsémiologique, on va pouvoir aboutir à une gamme diagnostique. Et ensuite, le pneumologue va pouvoir, dans cette gamme diagnostique, grâce aux éléments cliniques et paracliniques, déterminer quelle est l'hypothèse diagnostique la plus probable. Merci. Cher Pascal, je te remercie pour l'excellence de ta présentation. Je regrette simplement de n'avoir pu te faire pénétrer dans le lobule de la Franche-Comté pour continuer notre collaboration du passé. Y a-t-il des questions? Souvent, dans ces pathologies, on a un suivi régulier avec des répétitions de scanner. Quel est l'intérêt du scanner low-dose quelles sont ses limites? Alors, le scanner low-dose est tout à fait adapté à la suivi de ce genre de pathologie, puisque grâce au contraste que l'on a entre l'air et les pathologies infiltrantes, on a une analyse qui est tout à fait fiable, même sur un low-dose. Alors l'image va être un petit peu dégradée. Là, on va perdre un petit peu d'informations, souvent, c'est au niveau du verre dépoli, parce qu'il y a plus de bruit sur un scanner low-dose. Mais globalement, sur la réticulation, sur l'apparition de lésions en rayon de miel, sur la distorsion bronchique, tout ça, on le voit très bien sur le low-dose, donc il n'y a aucun souci. On doit faire attention quand même au... Bien entendu. Le verre dépoli, oui, là c'est le seul élément où le bruit peut fausser un petit peu l'information. Tous les autres éléments sémiologiques sont tout à fait exploitables sur du low-dose. Oui, je vois, vous avez passé très vite sur les clichés en non-aspiration. Oui. Du coup, la débazardelle, et c'est quand même très souvent qu'on le voit. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ah, oui, c'est vrai que tu as bien noté, j'avais un petit peu zappé. Donc le cliché en expiration, il y a deux choses qui peuvent augmenter la densité du parenchyme pulmonaire dans la région sous-pleurale qu'il ne faudra pas prendre pour du verre dépoli. C'est ce qu'on a vu, c'est le gravitationnel, mais c'est également le cliché en expiration, parce que le cliché en expiration va augmenter la densité. Alors il y a un petit élément sémiologique, c'est vrai que j'ai dû sauter la diapositive, mais toi tu l'as vu. C'est d'abord que dans le cliché en expiration, souvent on a du verre dépoli également posé sur la scissure. Pas que dans la région sous-pleurale. Souvent quand on regarde le cliché, on a, outre la densité qui est augmentée dans la région sous-pleurale postérieure, on a également le même gradient de densité posé sur la scissure. Donc ça c'est un petit élément sémiologique qui doit attirer l'œil. Deuxième élément sémiologique, bien entendu, c'est de regarder sa trachée. Si on a un bombement de la face postérieure de la trachée, on sait forcément le cliché est en expiration, et donc il faut s'en méfier comme de la peste. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec vous avec l'eau-dose. Moi j'habite à Metz. On a des mineurs qui viennent du nord du département. Ils ont commencé à l'âge de 14 ans. Ils sont en retraite depuis 16 ans ou 17 ans. Et ils ont 50 ans actuellement. Et moi je déclare une dizaine de silicoses par semaine. Et sur la dizaine de silicoses, j'en ai à peu près 2 par mois sous oxygène parce qu'ils n'ont jamais eu de diagnostic. Ils ont eu des pseudo-radios dans les pseudo-centres de dépistage et on ne leur a jamais fait un scanner. Le pire étant ceux qui sont indemnisés à 40% et qui n'en ont jamais eu de scanner. Et sur ces gens-là, les low-doses, parce qu'ils ne savent pas respirer, ils ne peuvent plus respirer de toute façon. Les low-doses, c'est une catastrophe. Parce qu'il faut aller vite en plus, ils ont peine le temps de monter sur la table, de descendre, on ne fait pas de proculitus. Pour un primo-scanner, moi je demande toujours pas de low-dose. Alors l'intérêt du low-dose, c'est le suivi. Le diagnostic initial, il faut qu'il soit fait avec un scanner bien fait, sans aucun problème. Après, quand on a déjà des lésions documentées, c'est plus facile de faire un suivi en low-dose. On est d'accord? Oui, parfois on a des lésions, on mélange des lésions de nid d'abeille avec des lésions d'emphysème. Juste les lésions de nid d'abeille, ils sont de même taille à 2 mm. Comment on fait la différence? Alors, c'est parfois pas facile. D'abord parce qu'on peut avoir les deux. Il y a des patients, ils ont à la fois leur fibrose et puis ils ont à la fois des lésions d'emphysème. Ce qui est intéressant surtout, c'est lorsqu'on découvre des lésions et qu'on se dit est-ce que ces lésions, est-ce que c'est du rayon de miel ou est-ce que c'est de la fibrose? Alors, il y a 2 petits éléments sémiologiques qui permettent parfois de s'en sortir.
Le premier élément sémiologique, c'est souvent, lorsqu'on a des lésions d'emphysème, à la périphérie des vrais trous, on a des petites lésions qui correspondent en fait des nodules très distendus, où on authentifie encore l'artériole centrolobulaire. Et donc de ce fait, par, je dirais, proximité, on va se dire, tiens, là, j'ai 3 petits trous avec une artériole dedans, c'est pas de l'emphysème, c'est de l'emphysème, donc c'est pas de la destruction, c'est pas de la fibrose. Donc les lésions qui sont à côté, il y a une probabilité pour que ça corresponde également à des lésions d'emphysème. Après, l'autre élément sémiologique intéressant, c'est la distorsion bronchique. Lorsqu'on a un territoire qui a été suffisamment agressé pour avoir du rayon de miel, on doit obligatoirement avoir de la distorsion bronchique dedans parce que c'est un poumon qui a été vraiment agressé au niveau de son interstitium. Si on a des trous où on se pose la question de savoir est-ce que c'est de l'emphysème ou est-ce que c'est des rayons de miel et qu'on a des bronches bien rectilignes à l'intérieur, on sait que ce n'est pas du rayon de miel. Donc ça c'est un petit élément, la distorsion bronchique ça nous aide souvent. Moi je suis pneumologue libéral et ça fait 15 ans qu'on lit des scanners. Je pense que tous les pneumologues libéraux, parce que dans les hôpitaux c'était pas la même chose, ont les moyens maintenant de s'offrir aux IRIX avec un MAC, et là-dessus on peut faire des mini-MIP, puis avec un mini-MIP on sait bien différencier une dilatation des bronches ou un emphysème de petits kystes. Il faut qu'on les travaille, il faut qu'on bosse sur nos scanners. C'est la base de notre boulot avec les EFR. Il faut qu'on évolue aussi. Est-ce que la petite bande que l'on voit entre la plèvre et les lésions, c'est pathognomique d'une pince? Je pense que ça porte un nom en anglais. De quoi la ligne curvilienne sous le Non, quand vous êtes, il y a une bande noire sur l'oral qui distingue très très bien une pince d'une UIP. Alors, est-ce que cette ligne, quand on a ça, on peut dire obligatoirement que c'est une pince? Non. Le diagnostic de pince ne se fait pas sur le respect de la zone sous-pleurale. Ça, c'est un petit signe annexe, mais on peut l'oublier. Le diagnostic de pince, c'est vraiment sur les autres éléments sémiologiques, c'est-à-dire le verre des polypes prédominant, l'atteinte proximale, la distorsion bronchique. Ça, c'est un petit signe en plus. Quand on l'a, on est content, mais bon, à la limite, on peut l'oublier. Ce n'est pas un signe décisif au niveau du diagnostic. Je me permets une dernière question. Dans le cadre du suivi d'un nodule isolé, solide ou alvéolaire semi-solide, utilises-tu toujours un logiciel qui te permette d'apprécier le volume? Alors, la volumétrie, ça s'adresse d'abord uniquement aux nodules solides, pas aux nodules non solides, parce que sur le plan technique, la mesure serait fausse. Bien entendu, il existe toujours des logiciels qui permettent d'apprécier la volumétrie des nodules, tout à fait, ça se fait. Ça permet d'avoir une appréciation plus fine parce qu'on sait que le volume varie plus vite que le diamètre, bien entendu. Bien. Donc nous passons à la dernière session par le docteur Piperno.